Bonjour, Madame Inchen. Nous sommes ravis de vous accueillir à l'Université de Colombie-Britannique et nous vous remercions d'abord d'avoir accepté de venir nous parler. Comme vous le savez, nous avons choisi votre roman intitulé Les lettres chinoises afin de l'étudier dans des cours de français. Vous-même, vous avez appris le français comme langue seconde en Chine et plus tard à Montréal. Maintenant, vous êtes l'auteur d'une dizaine de romans écrits en langue française. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre apprentissage de la langue? C'est une expérience de la vie, c'est-à-dire pour la vie. C'est-à-dire c'est toujours un apprentissage en cours. Je dois apprendre continuellement et je veux dire que jusqu'à maintenant, j'ai pas confiance de pouvoir complètement maîtriser la langue. C'est une langue que j'ai, peut-être un peu comme vous, que j'ai commencé à 18 ans, à partir de zéro. Donc, je trouve que je vais être positive, mais en même temps, je sais que ce sera toujours une langue que je dois lutter avec, mais non sans plaisir par contre. Et vous vous êtes installé au Canada depuis 20 ans, je pense. Est-ce que vous vous souvenez encore de votre première impression quand vous êtes arrivé? Beaucoup, beaucoup. Je suis arrivée à Montréal d'abord en hiver, donc l'hiver a été vraiment la toute première impression, la neige. J'ai toujours aimé la neige et je viens d'un endroit, Shanghai, où la neige a complètement disparu, donc j'ai eu vraiment quelques moments d'extase, si vous voulez. Je vais passer des heures et des heures à juste regarder la neige tomber et tout ça, j'ai adoré. Et puis c'était une première impression. Et puis deuxième, beaucoup sont décrits aussi dans le livre. Par exemple, la vitesse, la conception du temps n'est pas exactement la même que ce que j'avais à l'époque. Et j'ai remarqué que les gens ne marchent pas à la même. Les Canadiens marchaient beaucoup plus vite que nous, que moi. Moi, je suis déjà quelqu'un qui marche vite en général, mais comparé à eux. Et donc ça c'est une chose, le froid. Donc il y a beaucoup de différences, mais ce que j'ai remarqué en premier, c'est pas des différences vraiment fondamentales. Je dirais, avec le temps, je trouve que tout cela, ce n'est que des différences superficielles qui sont très faciles à surmonter, de comprendre, d'intégrer. Cette conception du temps, c'est quelque chose qui me fait travailler encore. C'est-à-dire, on voit le temps différemment et on sent le temps différemment. Et puis, il y a une autre impression que j'ai toujours, depuis ce temps-là jusqu'à maintenant, c'est comment dire, il y a une sorte de décalage, un décalage de temps entre des cultures, entre ceux qui ont vécu dans une partie du monde et ceux qui ont vécu dans une autre partie du monde. Et ce décalage c'est très difficile à surmonter, donc c'est un travail à faire. Je vois. Vous avez mentionné que vous avez décrit beaucoup de vos expériences dans le livre. Alors, est-ce que vous direz que les lettres chinoises doivent beaucoup à vos propres expériences d'immigrantes? Oui, oui. Mais aujourd'hui, je reproche à ce roman, c'est parce que ce livre-là a été très vite fait tout de suite. Fait après, quelques années après mon déplacement, j'appelle ça déplacement. Et en fait, le livre a été publié en 93, mais c'était dans la tête avant, bien avant.
Donc c'est presque simultanément conçu, écrit avec le tout premier, La mémoire de l'eau. Donc c'est très vraiment quelque chose qui sont faits dans l'immédiat et sans beaucoup de réflexion. Donc ce que je reproche à ce livre, c'est de mettre beaucoup d'impressions que aujourd'hui je considère comme superficielles, comme la neige, comme les lumières. Ce n'est pas ça. Aujourd'hui, ce n'est plus dans ça que je fais. Et puis, ce livre, déjà le titre, Lettres chinoises, et c'est un livre qui s'inscrit automatiquement et involontairement dans une catégorie de la littérature qu'on appelle aujourd'hui la littérature des immigrants, ou faute de mieux, la littérature migrante, etc. Et alors que mon ambition littéraire, ce n'est pas de raconter, ça ne me suffit pas, en tout cas vraiment pas suffit de raconter, je sais pas, une expérience des immigrants, une expérience asiatique ou des Chinois. Je voudrais me concentrer sur l'expérience humaine, c'est tout. Donc c'est un livre qui me fait entrer dans cette catégorie de la littérature des immigrants. Et une fois entré, c'est très difficile de sortir. Ça explique pourquoi je commence à écrire de façon plus abstraite dans les livres suivants. Dans leurs lettres, Sasa et Yuan ont eu une discussion à propos de cette idée de l'exil. Et selon Sasa, nous vivons dans une époque d'exil. Et l'exil, c'est de s'effacer, voire disparaître. Elle aussi, elle en a envie, mais elle a peur qu'elle serait trop visiblement étrangère à Montréal. Mais pour Yuan, il s'agit plutôt d'une migration, comme celle des oiseaux qui traversent le temps et l'espace en construisant leur nid pour chanter leurs chansons. Est-ce que vous partagez encore cette vision de l'exil ou de la migration? En fait, je suis entre les deux, c'est-à-dire je partage l'impression de l'un et de l'autre. Donc, ce livre, en fait, me permet d'exprimer toutes les contradictions, presque dans tous les autres livres aussi, les contradictions que j'ai en moi, et de les faire exprimer par les différentes voix, les différents personnages. Donc, d'une part, vous m'avez posé une question sur le nom Sasa, c'est le sable. En fait, c'est juste une prononciation d'un mot chinois, le sable. C'est aussi assez ludique parce que vivre la vie, c'est un processus de l'effacement en fait. Pour les bouddhistes, c'est comme ça. Une fois, j'ai vu un documentaire qui m'a beaucoup impressionné. Ce sont des bouddhistes tibétains. Et ils passent des heures, des jours et des mois à écrire quelque chose sur le sable, à dessiner quelque chose sur le sable. Et là, à la fin, ils effacent tout. Et donc le but, c'est l'acte de dessiner, l'acte de créer, et non pas... Et n'est pas l'éternité, en fait. Et c'est très impressionnant. Donc, d'une part, ça représente une sorte de... comment dire, une sorte de voix sur l'exil qui est un petit peu moins optimiste, qui présente l'exil dans le sens traditionnel du mot, l'exil comme quelque chose qu'on subit, ce qui n'est pas tout à fait tort. Nous subissons beaucoup de choses quand on quitte un endroit familier, on sort d'un cadre familier et on entre dans un autre.
Alors que Yuan parle de la Renaissance, parle du début, du commencement. Donc, je crois qu'il a un petit peu réinventé le mot l'exil. Et justement, vous parlez de la Renaissance de Yuan, mais il me semble qu'il garde toujours quelques liens avec Sasa, qui reste en Chine. Alors, à votre avis, est-ce vraiment possible de rompre ce cordon ombilical, disons, avec son pays natal? Je crois pas. Je crois pas. Et ça dépend vraiment beaucoup des individus. Ça dépend aussi à quel âge on devient, on déménage, on devient un étranger. Tout dépend. Et nous, on dit qu'après avoir l'université dans son pays natal, on est fait. On est déjà fait. C'est très, très difficile de se détacher. Si par exemple, j'ai vu des enfants qui sont venus, qui suivent leurs parents à 2 ans, 3 ans, et ils s'intégraient beaucoup plus facilement. Donc ce décalage de temps, ils le sentent beaucoup moins. Parce qu'ils ont grandi dans les mêmes valeurs. Quoi qu'il y a des cas exceptionnels comme Ok Cheong, coréen, l'auteur coréen qui était venu au Canada à l'âge de 2 ans, mais il y a une espèce de complexité dans son travail et dans son monde psychique. Et vous avez aussi mentionné le prénom de Sasa, ça pourrait désigner le sable en chinois. Et dans une de ses lettres, Yuan a mentionné que c'est tout un poème, son prénom. Le prénom seul évoque beaucoup de sens divers. Et je cite ici votre texte. La chaleur du sable, la sonorité de ses soupirs, la gaieté des pieds nus, la folie du vent, l'éternité du soleil et de la mer. C'est très beau. Le nom peut être un symbole. Et là, je pense au nom de Yuan. Ça pourrait désigner loin en chinois, puisqu'il part très loin de sa terre natale. Est-ce que vous attachez beaucoup de symbolisme dans vos textes? En fait, je ne sais pas si je le fais, c'est peut-être involontairement. Et dans ce texte, peut-être un peu moins que les autres qui vont venir. Oui, c'est un peu moins. Parce que ce qui est important pour moi, c'est de pouvoir faire un texte qu'on puisse lire à plusieurs niveaux, de plusieurs tranches, de plusieurs couches de sens, des interlignes. Un écrivain que j'adore, c'est James Joyce, parce que quand on lit James Joyce, on ne sait pas exactement de quoi il est en train de parler. On retourne, c'est peut-être dire autre chose. Il y a autre chose dans la phrase apparente. Donc j'aime cette esthétique et puis j'aime ça. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer la raison pour laquelle vous avez choisi la forme épistolaire pour ce roman? C'était venu tout naturellement, c'était même pas une question de choix, c'était là. Et c'est un livre qui a écrit avant l'époque de l'Internet. Et j'ai grandi, je suis familière avec les lettres, on s'échange des lettres, on s'écrit des lettres, même avec des copains, copines dans la même ville, il nous arrive d'écrire des lettres. Et j'écrivais énormément à ma famille à l'époque, donc je vivais dans des lettres. J'aime encore cette forme, mais aujourd'hui c'est instantané. J'écris sur l'internet, mais on formule parce que ce n'est pas par écrit dans un papier. La tendance, c'est qu'on néglige un peu la forme. N'est-ce pas? C'est instantané, ça devient beaucoup plus
comme parole qu'écrit, ce qui est un peu dommage, parce que oui, on n'est plus là pour écrire, sauf quelques... j'ai remarqué que mes amis qui sont environ 10 ans de plus que moi de l'autre génération, ils écrivent encore des lettres, même par email, qui forment du début, de la fin, la salutation, rester fidèle dans la forme alors que le reste du monde, c'est devenu des échanges des phrases, des bouts de phrases, des bouts de mots, et puis comme génération de mes fils. Donc c'est un autre sujet, mais j'aime encore beaucoup cette forme, les lettres. Et ce livre, Lettres chinoises, c'était pour moi, c'était une sorte d'exercice théâtral. C'est parce que je peux laisser différentes voix parler et sans qu'ils se croisent. Ils se croisent, mais comment dire, sans être face à face. Donc il y a des lettres qu'on reçoit, il y a des lettres qu'on ne reçoit pas. Et donc par exemple, Dali échange des lettres avec Sasa sans que Yuan le sache. Et que donc pour moi c'était une espèce de théâtre. Donc c'est un jeu, c'était un jeu intéressant. Intéressant. Justement, pourquoi avez-vous carté cette ambiguïté à propos de l'identité de l'amant de Dali? C'est pas l'identité, mais la relation. C'est un mystère. C'est très ambigu relation entre Yuan et Dali. Et moi, je trouve que ce n'était plus la peine quand le livre est composé de cette manière. Ce n'était plus la peine d'aller plus loin dans la relation entre Dali et Yuan. C'est quelque chose de sous-entendu. Alors donc j'ai compté sur ce sous-entendu. Je n'ai pas pensé de dévoiler plus. Pour moi, c'était suffisant. Alors que plus tard, ils me dit de parler de l'ambiguïté et ça. Mais en fait, il y a une ambiguïté dans la relation à cause de l'existence de Sasa. Bien sûr, c'est une ambiguïté morale, je vous l'ai dit, mais pour moi, c'était suffisamment évident. Donc, même si on ne le dit pas explicitement. Oui, vous avez raison, on parle très souvent des lettres chinoises, mais c'était que votre deuxième roman et vous avez écrit beaucoup d'autres depuis, dont certains ont gagné des grands prix littéraires. Quelle place les lettres chinoises occupent-elles dans votre œuvre? Elle occupe une place qu'elle devrait occuper, mais je ne sais pas. C'est le deuxième livre. Je dirais que c'est l'un des livres les plus spontanés. Où je me préoccupais le moins de l'esthétique, de ma carrière littéraire, de mon ambition littéraire. Je me souciais le moins de ce qu'on perçoit de moi en tant qu'écrivain. Alors plus tard c'est différent parce que plus tard je voulais me défaire de mon statut d'écrivain, de l'immigrant, d'écrivain chinois, d'écrivain femme. J'en ai un peu assez de toutes ces étiquettes, mais je n'étais pas consciente. À l'époque, en écrivant ce livre-là, je n'étais pas du tout consciente de l'étiquette que je pourrais m'attirer avec ce livre-là. Tout de suite, j'ai l'impression avec le titre Lettres chinoises, j'ai l'impression de me rendre, comment dire, exotique, ce que je ne voudrais pas.
À part cela, mais ça c'est quelque chose de superficiel. Aujourd'hui, je dirais que je peux très bien dépasser cela. C'est un livre qui a existé et ça reflète mes sentiments, mes impressions de l'époque. Et voilà, et il y a plein de sujets dedans qui sont déjà dans les lettres chinoises, seront à peu près repris souvent dans les autres livres aussi. Ouais. Et parmi tous ces textes, tous vos romans, vous avez un texte préféré? Oui, Oui. oui, les plus récents, toujours les plus récents. Ouais. Et c'est lequel? Lequel, par exemple, Espèce. C'est un livre que j'aime bien. Et toute cette série de fantômes, à partir d'Immobile jusqu'à l'arrivée loin, qui termine la série, c'est un fantôme, c'est l'histoire d'un fantôme. Et donc c'est souvent des monologues ou des dialogues. Vous voyez, ça reprend comme un peu la forme, c'est une autre forme. Et épistolaire, en fait, c'est une sorte de monologue à chaque fois. Chaque lettre est une monologue, parce que ça se raconte à la première personne. Et donc je tiens encore beaucoup à cette série de fantômes. Dans cette série, j'ai voulu raconter de façon plus ou moins complète l'expérience en tant qu'être humain. Et non plus en tant qu'une femme chinoise, pas seulement en tout cas. Et où en êtes-vous maintenant? Vous avez travaillé sur un nouveau projet en ce moment? Oui, j'ai d'autres projets. En fait, c'est plusieurs projets qui seront dans une série. Et puis j'ai j'ai groupé les réflexions, les conférences que j'ai fait un peu partout pendant les 10 dernières années. Puis je les groupées dans une longue lettre, justement, encore une fois une longue lettre à mon fils. Parce que je me sens plus motivée, plus spontanée dans une lettre que dans un roman formalisé. Oui. Donc ce sera un texte réflexion sous forme de lettre qui sera publié cet automne. On dirait que vous avez une forme préférée. Oui. Merci Madame Inchen, c'était toutes mes questions. Ce fut un grand plaisir de vous parler. Merci beaucoup d'avoir nous rencontrés et partagé vos idées et vos expériences. Nous sommes certains que vos paroles ajouteront une nouvelle dimension à l'enseignement du livre et vos commentaires permettront aux étudiants de mieux faire le lien entre l'œuvre et l'auteur. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup, vous êtes très chaleureuse.